Chapitre 27. Quelques gouttes de larmes mêlées. Fernand Maurras avait été appelé à rejoindre le 5e régiment de fantassins de la Seine. Il avait annoncé la nouvelle à Henriette, qui se doutait bien que cela allait arriver, mais qui espérait un armistice. La nuit fut câline. Ils s'aimèrent comme si leur chair avait besoin d'être rassasiée, avant un carême obligé. Dur fut le petit matin de voir partir Maurras à l'aube, dans le brouillard froid d'un Paris encore endormi. Henriette but un peu de lait chaud et une tranche de pain rassis. Elle l'aurait bien fait du pain grillé, comme Maurras lui avait montré, mais elle économisait l'alcool. L'accueil chez le notaire fut aimable, comme toujours. Un poêle à bois diffusait dans l'étude une douce chaleur bien agréable après une fraîche marche matinale. Elle savait que maître Callot avait préparé du thé et elle trouvait toujours une tasse propre à côté de la théière fumante. Henriette n'avait guère envie de travailler, mais au moins, trier, classer, ranger, l'aidait à ne pas penser au départ de Maurras, parti combattre les Prussiens. Soudain, l'immeuble vibra. 2 tiroirs s'ouvrirent tout seuls, et la porte d'un placard se mit à claquer d'un coup sec. Le notaire pensa, si en plus on a des tremblements de terre, chacun reprit son activité, regardant par les fenêtres qui laissaient voir les platanes, toujours bien droits dans la rue. Quelques instants plus tard, la sonnette de l'étude contraint Henriette à se lever pour ouvrir la porte palière. La concierge, son fichu en bataille, agitant son balai, déclara essoufflée, « C'est les Prussiens, c'est les Prussiens !»« Calmez-vous, madame Le Poudec, ils ne sont pas déjà dans la rue, dit le notaire. » Elle reprenait son souffle, agitant de soubresauts son imposante poitrine. « Non, ils ont tiré au canon sur le canal Saint-Martin, ils vont nous noyer. »« Voyons, même s'ils font sauter le verrou de retenue d'eau des travaux, ça se déversera dans le lit asséché en aval, vous ne serez pas inondés. Ah, les maisons du quartier, en revanche, ont pu souffrir. » Henriette pensa à la petite Léa. « Maître, demanda Henriette, je connais quelqu'un qui habite une ruelle près du canal. Je suis inquiète. Me permettez-vous » Sa voix s'était étranglée. Je vous donne votre journée, Henriette. Vous n'aviez déjà pas l'air très en forme en arrivant ce matin. » Chapeau, sac et mantelet valsaient dans l'instant au bout de sa main. Elle dévalait déjà l'escalier. « Ah, la jeunesse, dit le notaire, en poussant gentiment la concierge vers l'escalier et en lui rendant son balai. Henriette atteignit rapidement la rue du Chemin Vert. Une odeur de brûlé, mêlée de poussière de plâtre, annonçait la proximité de l'incident. Quand elle parvint, rue de l'Asile Popincourt, la rue était inaccessible. Un sergent de ville en bloquait l'entrée. Un attroupement de voisins du quartier s'était formé devant. « Monsieur, je cherche une petite fille qui vit chez la concierge de l'immeuble d'angle, à l'autre bout de la rue, » demanda Henriette avec angoisse. « Oh, l'immeuble du bout ? Il est par terre, madame. »« Mais les habitants, alors ? » ?»« Il y a des morts, mais on n'a pas trouvé d'enfant. »« C'est Léa que vous cherchez ?» La voix féminine venait de derrière le sergent. « Oui, madame. Est-elle sauve ? » « Je suis lingère, plus près dans la rue. J'ai recueilli Léa qui hurlait dehors. La pauvre venait juste de perdre sa mère, c'est atroce. »« Laissez passer la dame, sergent, je la connais. » C'était la voix de l'inspecteur-chef, Félix Coulant. « Alors, on revient sur les lieux du crime ? » ?»« Foutez-lui la paix, intervint franchement la lingère. Vous faites toujours dans la tendresse ? » L'inspecteur-chef hocha la tête, gêné, conscient du peu d'à propos de sa question. Ils passèrent le cordon tendu par le sergent de ville pour barrer la rue. « Madame Henriette, Madame Henriette !» Léa venait de la voir et courut ceinturer sa robe de ses petits bras, la gorge pleine de sanglots. Henriette la prit dans ses bras et l'embrassa comme on fait, avec un ami cher, perdu de vue depuis des années, et de pleurer ensemble, mêlant leurs larmes, à la fois de douleur et de joie.
Ça fait plaisir, dit Fanchon. Justement, je me demandais comment faire pour aller travailler avec cet enfant. La blanchisserie des Halles a fermé, faute de clients. Les gros bourgeois ont quitté Paris. Alors je blanchis le linge des prisons dans la ruelle des Gobelins, avec l'eau de la Bièvre. Mais c'est pas un coin où emmener un gosse. Oh, si l'inspecteur vient avec nous, dit Léa, on craint rien du tout. Et puis il est chouette. Félix Coulant bredouilla, partagé entre la charge de son enquête à mener et l'envie de faire plaisir à Léa, qui plus est en agréable compagnie féminine. En plus, une petite aide n'est pas de refus, dit Fanchon. Un panier de linge sale à chacun, et on y va, pour faire passer la misère du jour. L'inspecteur-chef avançait, portant un paneton débordant de chemise grise. Fanchon et Henriette suivaient, amusés, avec de grands paniers d'osier débordant de draps de lit, encadrant Léa, fière d'aller laver son doudou. Chemin fut long, pour atteindre la rue Colbarbe, ouvrant sur un des deux bras de la Bièvre. D'un côté, des tanneurs, assis au bord d'un quai empierré, les bras dans les cuves, agitant avec des bâtons les peaux à ramollir à la chaux, avant de les tremper dans des bassins de tanin. De l'autre, un terrain verdoyant, en pente douce, accueillant des blanchisseuses battant leur linge, brossant les taches récalcitrantes, les bras plongés jusqu'aux aisselles, avant d'étendre draps et chemises sur des cordes tendues, entre des arbres robustes, allongeant leurs racines pour aspirer la Bièvre. On ne va pas plus loin en aval, dit Fanchon. L'eau est tellement polluée par les acides des mégiciers, l'air tellement raréfié par l'odeur des peaux dont se détachent des restes de chair, et la terre des bords de rivière tellement colorée par les teinturiers de la manufacture de la savonnerie, qui ont nommé la rivière ruisseau des Gobelins, là où ils utilisent leurs cuves à urine. Je vais vous laisser travailler dans ce petit paradis, dit Coulant. Je vais aller voir de l'autre côté, en enfer. Il croisa le regard de Léa et ils échangèrent un sourire. Retraversant la passerelle de la rue Colbarbe, l'inspecteur s'aventura dans les diverses ruelles malodorantes, encombrées de tonneaux et de cuves mal lavées. Son regard fut attiré par un panneau, arborant une affiche délavée en partie déchirée. C'était un arrêté de la préfecture datant de plus de 20 ans. Il lut ceci. Il est défendu de jeter dans la rivière des matières fécales, de la paille, du fumier, des gravois, des bouteilles cassées et autres immondices qui pourraient en obstruer le cours, corrompre les eaux ou blesser les personnes qui feraient le curage. Donc, tous ces artisans qui transforment cette rivière en cloaque sont dans la légalité, commenta Coulant. Il vit soudain un homme approcher une benne au bord de l'eau et en renverser le contenu avant de disparaître tranquillement. Il était inutile de courir après lui, dans les ruelles sombres et glissantes donnant sur le quai. L'inspecteur s'approcha à l'endroit du rejet et remonta quelques déchets du bout de sa canne. Il s'agissait de pansements et de cotons ensanglantés. Vu la quantité jetée à l'eau, il devait s'agir de déchets d'un hôpital. La misère attire les misérables, se dit l'inspecteur mécontent. Je ferai un rapport au commissaire. Il poursuivit son chemin le long de la rivière, à présent canalisée, encadrée de masures sombres et de hauts murs de fabrique, masquant des usines aux cheminées rouillées, mais toujours fumantes. L'odeur devenait insupportable, et Coulant décida d'accélérer le pas. Il déboucha sur un espace plus large, au confluent des deux bras de la rivière. La petite île aux singes, connue pour ses guinguettes, apparut à ses yeux. Étonnant changement d'atmosphère, accentué par la musique guillerette qui couvrait le bruit des artisans. Coulant décida de s'y rendre. Un batelier attendait le client, appuyé sur une longue perche avec une pelle à son extrémité. « Combien le passage pour l'île aux singes ?» demanda l'inspecteur. « C'est 10 sous, » répondit l'homme. « 5 maintenant et 5 à l'arrivée, » répondit l'inspecteur, tapant du sol avec sa canne. « Comme il vous plaira, monseigneur. »
Le passage nécessita 3 minutes. Le batelier connaissait bien l'art de la godille, et le courant était de plus en plus long. L'inspecteur lui jeta la seconde pièce, et voulut descendre de la barque avant qu'elle ne bute contre la berge. Il trempa une chaussette et un bas de pantalon, et pensa, si Fanchon avait vu ça. À peine débarqué, Coulant vit une femme crier sur la terrasse de la première guinguette, croisant ses bras sur sa tête et montrant le sol à un homme accouru à sa hauteur. L'inspecteur gravit rapidement le talus et montra son insigne de police en disant « Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous terrorise ?» Il suivit du regard le bras de la tenancière. Un corps gisait au sol, le crâne enfoncé d'une pointe de clou laissée aux côtés de la victime. « Bon sang, il est là, le salopard !» Coulant se reva à l'intérieur de la gargote, bousculant les chaises, criant « Où es-tu, Furet? Où es-tu » Il rageait, interrogeant les quelques clients effrayés, cherchant derrière chaque porte le criminel qu'il sentait proche. Revenant vers le couple de bistrotiers, son regard se porta sur la rive de l'autre bras de la Bièvre. Une barque déposait un homme, massif, au crâne dégarni, qui boitait en remontant la berge. « Furet !» hurla l'inspecteur. L'homme se retourna et esquissa un maigre sourire, et reprit sa montée, claudiquant, pour disparaître à leurs yeux. J'enrage, il était à ma main. Coulant enfonça dans le sol le bout de sa canne, et la faisant pivoter d'un sens et de l'autre, cracha dans le trou qu'il avait foré.